Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Grande Halle de Cournon, tout près de Clermont-Ferrand, dans le cadre du sommet l'élevage. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes président de Debout la France, député de l'Essonne. On va parler avec vous concrètement de ce que vous avez vu dans le cadre donc, de votre venue ici. Mais juste avant, je vais avoir le plaisir d'accueillir aussi Jean-François Blanc. Bonjour. Responsable marketing et communication du sommet de l'élevage. Et juste à vos côtés, Vincent Jourdillet. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes éleveur et expert foncier en Saône-et-Loire. Tout à fait. Jean-François Blanc, elle était belle cette édition. Il a fait beau, il y avait du monde. Est-ce qu'on va passer le cap des 100 000 visiteurs ? Alors, je ne peux pas encore vous dire si on dépassera le cap des 100 000 visiteurs. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les 2 premiers jours, on a fait un beau visitorat. Après, bon, le cap symbolique des 100 000, je ne sais pas si on le passera cette année, l'année prochaine, je ne sais pas encore. La chose est sûre, c'est que nos exposants que j'ai pu interroger au gré des allées nous disent être satisfaits de cette édition et c'est pour nous le principal. C'est vrai que j'ai rencontré des éleveurs de Salers qui étaient particulièrement contents parce qu'il y avait un concours national Salers et ça draine des affaires. Ça draine des affaires et puis en plus, dans notre Zénith d'Auvergne, une belle salle de spectacle comme ça, c'est un écrin magnifique pour mettre en valeur leurs animaux. Si on se projette dans le futur, c'est vrai qu'il y avait un projet, mais qui reste toujours bien sûr effectif. Il a été reculé d'1 an, c'est d'avoir une halle supplémentaire ? C'est un projet qui effectivement a été reculé d'1 an, mais qui est acté. En 2021, nous aurons notre nouveau bâtiment qui nous permettra d'accueillir plus d'exposants dans de meilleures conditions et plus de visiteurs également. Et est-ce que vous passerez à 4 jours ? Alors, c'est quelque chose que l'on envisage effectivement pour pouvoir accueillir un peu plus de visiteurs et dans de meilleures conditions encore. Parce que vous avez pu voir qu'on a beaucoup de mal à accéder au sommet, les voies d'accès, les parkings. 4 jours, ça serait un moyen pour nous d'étirer un petit peu le public et de faire en sorte de les accueillir vraiment comme il se doit. L'internationalisation, c'est important. L'élevage, il faut l'exporter. C'est votre aussi rôle d'accompagner les éleveurs donc pour mieux faire connaître les races. Cette année, c'est la Turquie ? Cette année, c'était la Turquie, grand pays avec un gros potentiel pour nous, puisque les barrières sanitaires qui étaient dressées depuis quelques années ont été levées. Ce qui veut dire que désormais, on peut exporter nos broutards vers la Turquie. Et la Turquie, c'est aujourd'hui un marché de 700 000 broutards par an. C'est un marché gigantesque. Très important. Merci beaucoup. Vincent Jourdillet, c'est vrai que vous êtes éleveur, c'est vrai que vous êtes expert foncier, mais si vous êtes là, c'est pourquoi ? Parce que votre métier vous amène à être au contact de la détresse des éleveurs. Vous intervenez des fois dans des phases qui sont difficiles en tant qu'expert. Citez-moi un exemple. Voilà, donc nous, éleveurs sur mon exploitation, je ressens la difficulté actuelle et en tant qu'expert foncier, j'interviens comme beaucoup de mes confrères pour indemniser des cultures en multirisque climatique pour les compagnies d'assurance. Et il faut dire que depuis le mois de juin, on a fort à faire avec tous les dossiers de culture à régler. Donc on se rend compte qu'effectivement le climat est difficile. Alors aujourd'hui, voilà, je voulais féliciter l'organisation du sommet parce qu'on a vraiment une belle organisation, il y a du monde. On est dans un esprit que je pourrais qualifier comme de foire de chez nous d'antan, c'est-à-dire que tout le monde est content, tout le monde a le sourire. Mais il ne faut pas oublier que les éleveurs aujourd'hui, ils viennent pour une journée. Ils sortent pour une journée, avec le soleil, ils viennent voir des amis, des fournisseurs, des partenaires. Ils ont le sourire. Mais dans les exploitations, ce n'est pas ça au quotidien, tous les jours. Alors, notre devoir d'indépendance on a un devoir aussi de tirer la sonnette d'alarme. Alors ça a été fait par toutes les OPA depuis un petit moment, mais on a le devoir aussi, nous, au niveau des experts fonciers, de retirer aussi la sonnette d'alarme parce que ça ne va pas bien. Voilà. Et si vous voulez, on n'a pas envie de transformer nos activités de nos cabinets d'experts fonciers, de faire du préjudice sur des multirisques climatiques, à faire des évaluations de part sociale dans les sociétés pour des arrêts d'activité, quelle qu'en soit la cause. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous voyez au quotidien ? Citez-moi un exemple. On voit, moi sur mon secteur d'activité, donc qui est la Saône-et-Loire, la zone polyculture élevage, je vois des éleveurs qui nourrissent leurs animaux déjà depuis, on va dire, juillet, août pour certains. Ça veut dire que là, encore cette semaine, des éleveurs m'ont dit que normalement, à Noël ou au 1er janvier, ils n'avaient plus de fourrage. Voilà. Donc c'est une détresse parce qu'il faut anticiper l'avenir. Et comment on anticipe l'avenir quand on n'a pas de trésorerie pour racheter des stocks avec des matières premières qui sont excessivement chères. Donc c'est vraiment un problème qui touche le moral des éleveurs. Et là, j'aurais tendance à retirer encore une fois la sonnette d'alarme, c'est-à-dire qu'en ce moment, les éleveurs
donnent à manger à leurs animaux au pré, mais il n'y aura pas de coupure entre l'hivernage des animaux. C'est-à-dire que depuis le mois d'août, des éleveurs, ils vont panser leurs animaux matin et soir et donner du fourrage. Et j'ai peur qu'arriver à la mauvaise saison, ça soit compliqué au niveau psychologique et au niveau travail. Voilà. Quand vous parlez manque de trésorerie, ça se dégrade régulièrement, vous constatez quoi? Je constate, alors là c'est un témoignage pour mon exploitation, mais je pense qu'elle est relativement représentative, c'est qu'on est toujours sur le fil au niveau trésorerie, on est obligé de jouer avec un moment, un court terme sur prime, un décalage de vente et tout ça. On est déjà tendu et là ça veut dire qu'avec une sécheresse comme on a aujourd'hui, eh ben, on devrait pouvoir avoir une demi-année ou une année de stock d'avance ou de la trésorerie pour permettre de faire face à ces situations, mais on n'en est pas capable. Voilà. Est-ce que vous restez optimiste aujourd'hui? Je reste optimiste quand je vois le salon d'aujourd'hui avec des gens qui ont le sourire, des partenaires qui sont au quotidien aux côtés de leurs éleveurs. Mais par contre, on a besoin d'aide. C'est-à-dire que ce n'est pas dans 3 mois qu'il faudra se pencher sur la question. C'est tout de suite en disant comment on va passer l'hiver. Et quand vous parlez d'aide, vous attendez quoi? Alors après, les aides, c'est au niveau organisation, au niveau politique, des départements de l'administration qu'il va falloir que ça mette en place. Les experts fonciers y travaillent. J'ai même été contacté ce matin par la DDT de Haute-Vienne pour faire les visites de reconnaissance calamité, où un expert indépendant doit intervenir dans la commission. Donc ça se met en place, mais voilà, il faut que ça aille vite. Nicolas Dupont-Aignan, merci Vincent. Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi vous êtes venu ici? Bien, je suis déjà venu plusieurs fois parce que c'est un salon très important. C'est un salon de l'élevage et on peut en une journée écouter, rencontrer, voir quantité de métiers différents et puis bien sûr les éleveurs. On a pris un département, un cas concret ou des cas concrets. Comment vous réagissez? Je réagis, j'en ai assez d'entendre la langue de bois permanente dans tous les salons. Je réagis que ça fait des années qu'on sait que notre agriculture est en danger. Ça fait des années que tous les gouvernements qui se succèdent ont détruit la politique agricole commune, que nos éleveurs sont en train de crever, il faut appeler un chat, et que l'affaire climatique va leur donner un coup supplémentaire. Et ce qui est insupportable, moi je vous le dis comme je le pense, c'est qu'on ne traite pas les causes du problème. Quand vous pensez que je me suis battu avec quelques-uns, on n'est pas nombreux, que ce soit au Parlement européen, Bernard Monod, que ce soit moi à l'Assemblée nationale, contre la signature du CETA, ces importations de viande bovine, qu'en ce moment, ils sont en train de négocier le Mercosur, c'est-à-dire cet accord avec l'Amérique latine qui va être dramatique pour nos éleveurs. Et ça continue. Et ils viennent vous faire des risettes parmi les stands, là, tous, alors qu'à Bruxelles, ils ont voté cet accord, qu'ils ont refusé de soumettre à l'Assemblée nationale le CETA. C'est toujours pas voté. Et il s'applique. C'est insupportable. Au même moment, toujours pas de prix garanti, alors qu'on sait très bien qu'il faut remettre un prix garanti du lait, et qu'on nous amuse avec la loi alimentation qui ne changera strictement rien. Parallèlement, les aides à l'hectare, où on supprime des aides, vous le savez, puisque Bruxelles, avec la complicité du gouvernement français qui a fait semblant de s'y opposer, supprime des aides dans des zones difficiles. Et pire, on nous propose maintenant une politique agricole commune avec une réduction des aides. Mais il n'y aura plus d'agriculteurs. Ah si, il y aura des agriculteurs, si. Il y aura des fermes industrielles. Et vous savez, je suis venu en avion ce matin, et quand on regarde la France, c'est les agriculteurs, les petits villages, les fermes qui tiennent le territoire. Donc l'enjeu, c'est de revoir toute la politique agricole, stopper la négociation des accords internationaux et dire le veto de la France, rétablir des prix garantis parce que je ne connais pas autre chose et ça a marché pendant 40 ans. Et puis, ma proposition à Debout la France, c'est des aides qui favorisent à l'hectare, ça existe déjà, mais où on favorise les petites exploitations pour compenser les surcoûts et garder une agriculture humaine qui sera l'agriculture de demain parce que c'est ce qu'attend le consommateur, des produits de qualité. Donc il y a 10 ans difficiles à passer et il faut aider nos agriculteurs à rester sur le terrain, à survivre et à transmettre leurs exploitations. J'ai vu, c'est intéressant, des jeunes, mais comment voulez-vous qu'un jeune s'installe aujourd'hui quand il n'a aucune visibilité ni sur les prix, ni sur les aides, ni sur les coûts? C'est miraculeux qu'il y ait des jeunes qui s'installent. Et donc, il faut absolument redonner une visibilité. Nicolas Dupont-Aignan, vous êtes pro-européen? Je suis j'aime l'Europe, les pays d'Europe. Je déteste l'Union européenne qui nous tue et qui a défiguré l'Europe. Je crois à une politique européenne. La politique agricole commune, ça a d'ailleurs été la seule politique européenne.
Mais c'était une politique européenne au service des Européens. Préférence communautaire, prix garanti, gestion de marché, c'est-à-dire qu'il y avait une organisation. On a détruit ça au fil des 20 dernières années, on le paye très cher. Donc, ce n'est pas la question d'être pour ou contre l'Europe, c'est la question que la France doit à un moment dire stop à une mauvaise organisation européenne et ne pas hésiter à ouvrir la crise pour reconstruire l'Europe sur des bases solides qui servent les Européens. Et vous savez, les jeunes agriculteurs allemands de petites exploitations de Bavière ou d'autres jeunes agriculteurs, ils sont comme les jeunes agriculteurs français. Mais ils ne veulent pas ce grand supermarché dégueulasse où on va importer des produits mauvais pour la santé, alors même que nous, on produit les meilleurs produits. Il y a les élections européennes l'année prochaine. Est-ce que vous pensez que les souverainistes vont gagner? Je pense que c'est un enjeu, c'est pour ça que je suis candidat et que j'ai décidé d'être candidat, parce que c'est curieux, tout le monde parle des européennes et puis tous les partis politiques cherchent des candidats. Et ben moi, j'ai décidé avec Debout la France d'être candidat personnellement, parce que je pense qu'il y a une occasion historique d'avoir une majorité à Bruxelles qui change les choses. C'est la première fois où cette élection va servir à quelque chose pour faire basculer l'Europe. Et contrairement à ce qu'on vous dit, à vous faire peur, il ne s'agit pas du tout de mettre fin à l'Europe. De toute façon, l'Europe, elle est là, on est au cœur de l'Europe. Il s'agit de reprendre l'esprit de départ. Comment on travaille ensemble avec nos amis allemands, italiens, espagnols, avec des règles du jeu pour qu'on ne soit pas la mondialisation sauvage et qu'on ne détruise pas tout ce qui fait l'âme de la France. Donc, ce n'est pas d'être pour ou contre l'Europe. J'entends des gens qui disent on est pro-européen, on y croit. Ben, si on croit à ceux qui nous assassinent, on ne va pas y arriver. Mais je ne veux pas le Frexit, parce que je crois que seul on n'y arrivera pas. Il faut donc renégocier. Et renégocier, c'est un rapport de force. Vous savez que l'élevage est attaqué, vous savez que l'agriculture est attaquée, le glyphosate, les véganes, etc. Même ici. Des dingues. Non, mais un abattoir a été incendié, quelle est votre position? Alors, deux choses. D'abord, il y a des dingues. J'ai entendu des paroles absolument folles. Mais je pense aussi qu'il faut moraliser le secteur des abattoirs. Et j'ai une proposition de loi, d'ailleurs, je suis pour qu'on étourdisse les animaux avant de les tuer. Ils sont déjà étourdis. Non, ce n'est pas le cas dans toutes les filières. Je suis pour qu'il y ait un étiquetage. On n'est pas obligé de consommer du halal si on n'a pas envie de consommer du halal, dans le respect des religions. Je suis pour qu'il y ait une moralisation des abattoirs, parce que sinon, ça va donner raison et du grain à moudre à des dingues qui s'attaquent à la filière de l'élevage. Et la filière de l'élevage, c'est notre alimentation, la qualité de nos paysages, la qualité de notre vie, de notre santé. Donc vous voyez bien qu'on est au cœur d'une problématique. C'est quand même incroyable qu'on soit le pays qui fait la meilleure qualité et qui vend de moins en moins, et qu'on laisse importer des produits qui ne sont pas au niveau. Et on oblige nos agriculteurs à respecter des normes alors qu'on laisse entrer des produits qui ne les respectent pas. Ça, c'est pas l'Europe pour moi. C'est pas possible de continuer comme ça. Et si on n'est pas ferme, eh bien, je vais vous dire, on aura le choix entre soit manger des trucs absolument immondes, soit céder à des véganes qui sont devenus fous. Et je refuse ce choix. Donc je crois que nos éleveurs ont besoin de soutien, et ils ont besoin aussi de paroles de vérité. Et il y a un moment, il faut des rapports de force au niveau européen. Mardi, cette semaine, a été votée la loi sur l'alimentation. Oui, qui va rien changer. Elle est plutôt acceptée par le syndicalisme majoritaire, elle est plutôt critiquée par la coordination et la Confédération paysanne. Votre position? Si le syndicat majoritaire défendait l'agriculture, ça se saurait. Il a été solidaire de tous les mauvais choix depuis 20 ans. Donc, ça suffit. La vraie question, cette loi ne sert à rien, parce que cette loi, elle traite la conséquence et pas la cause. Si vous voulez éviter qu'un distributeur ou un industriel achète des produits en Roumanie ou en dehors de l'Europe, bah, il faut des barrières douanières, il faut des taxes, il faut une protection, il faut un prix garanti. Donc c'est tellement facile de dire c'est la faute du distributeur, même si je ne les porte pas dans mon cœur, et je pense qu'on devrait les taxer pour supprimer les charges sociales sur les agriculteurs. Parce que si on supprimait les charges sociales sur les agriculteurs, c'était une proposition de loi centriste, pas de chez moi, centriste, qui était très bonne, en 2007. Et on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut rééquilibrer grande distribution et production. Mais pour ça, il faut un cadre de marché. Or, vous savez que quand il y a eu des accords entre la distribution, les industriels et les producteurs, Bruxelles a attaqué, a gagné.
et les agriculteurs payent des amendes. Donc, il faut que les hommes politiques arrêtent d'avoir un discours d'un côté et de signer des traités contraires de l'autre. Comment voulez-vous que les agriculteurs et les éleveurs nous respectent hommes politiques quand ils voient qu'il y a des discours ici qui sont contradictoires à des votes? On peut critiquer mes positions, mais j'ai toujours mis en accord mes discours et mes votes. Durant toute la semaine, il y a eu de nombreux débats ici, et c'est vrai qu'est ressorti le fait que la grande distribution, c'est un peu l'État dans l'État. On a l'impression que les politiciens, vous n'arrivez pas à contraindre 4, 5, 6 centrales d'achat. Parce que pour ça, il faut changer la règle du jeu européenne qui interdit aujourd'hui des accords de production et qui même condamne l'État français. On a eu l'expérience. Et pour ça, il faut rétablir des prix garantis sur certaines productions centrales. Je pense au lait. Car sinon, on sera déficitaire en lait. Et si des jeunes... Enfin, une exploitation, vous le savez mieux que moi, une exploitation de laitière, ce n'est pas un bouton, on appuie vert, rouge. Il faut qu'on transmette l'exploitation. Donc, il est absolument vital d'organiser le secteur laitier et d'arrêter de se mettre dans les mains des distributeurs. Mais n'accusons pas les distributeurs des règles générales qui font qu'ils sont surpuissants. C'est à l'État, à un moment, de fixer des prix planchers et de renégocier les accords européens. Sinon, on n'y arrivera pas. Nicolas Dupont-Aignan, nous sommes arrivés au terme de cet échange. Je vous remercie d'être venu ici sur notre plateau. Je vous remercie, Jean-François Blanc, d'avoir participé à cette émission, ainsi que Vincent Jourdillet. Merci beaucoup. Merci à vous tous, merci à l'équipe technique qui a produit toutes ces émissions durant ces 3 jours. Merci à tous nos invités, ceux qui sont venus, ceux qui ont moins voulu venir, tant pis pour eux. Et puis, merci bien sûr à tous de nous avoir suivis durant ces 3 jours. À bientôt.